Allez, salut tout le monde, ravi de vous retrouver. On se fait un petit point crypto rapide pour nos cryptomaniaques. Et ensuite, on fera de l'intraday aujourd'hui, puisque ça y est, les ricains nous foutent la paix. On va essayer donc d'identifier les niveaux clés qui pourraient être utilisés ou différemment visés avec les mouvements volatiles de la Fed. De toute façon, vu l'action de prix d'hier, on va revenir sur ce trade d'hier aussi, euh, bien évidemment, et essayer de contextualiser un peu la nervosité ambiante autour de cette réunion de la Fed. Nervosité qu'on perçoit déjà depuis hier, hein, voilà. Bref, alors, les cryptos. Alors moi je vois une structure qui commence à émerger depuis quelques jours. C'est celle d'un triangle, c'est-à-dire celle que j'ai escomptée. Donc pour l'instant, ça prend plutôt cette forme-là, c'est-à-dire je vois bien deux coups en bas, hein, donc c'est bien hop hop hop, deux coups en haut, et là, ne soyez pas surpris si les cryptos retombent un petit peu, ça doit rester normalement au-dessus de ce plus bas, mais il est possible de venir casser celui-là. Donc vous inquiétez pas à vous dire tout de suite, ah mon Dieu, on casse des supports si on vient basculer sous les 130 dollars. Il est possible qu'on le fasse à court terme. On peut éventuellement y installer une clôture, normalement non, mais en tout cas ce qu'on doit constater sur les UT un peu plus de court terme ici, c'est la formation donc d'un triangle. Ok, donc comme on avait dit, deux coups en bas, deux coups en haut, deux coups en bas, deux coups en haut, et après, et hop, normalement on finira par sortir. Donc ne vous inquiétez pas si on brise cette ligne de tendance. Par contre, normalement, il faudrait éviter d'installer des clôtures sous celle-ci. Voilà. C'est de dire, normalement, la base du triangle, on ne vient pas clôturer dessous. En daily, hein, je parle. En 4 heures, on peut sans problème venir installer une petite clôture. Mais normalement, ici, l'appétit acheteur doit commencer à se mettre en place tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pour moi, on attend toujours de sortir de cette structure par une impulsion, c'est-à-dire par un truc comme ça qui, dès qu'on essaye de passer le canal de tendance, ça se ratatine. Donc ça prouve bien du range. Je vous ai dit que cette zone-là, elle serait importante à tester. Maintenant, là, ça fait 4 jours que franchement, ça ne réagit pas. Donc, on va voir si là, ça repart un bon coup. Et là, c'est plutôt bon signe. Et là, effectivement, on pourra dire c'est bon, on est en train de sortir. Mais si après deux coups en haut, on échoue tout de suite sur le canal de tendance, donc le contexte horaire, bah, ça veut dire qu'on est en range horaire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et dans ce cas-là, bah, vous prenez votre horaire et vous vous dites ah, on tente de passer le contexte, ça passe pas. Si on vient chercher le contexte support, eh ben, on va avoir quoi? La même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire des achats de support ici, et puis normalement, on va faire mumuse au milieu des contextes jusqu'à arriver à réellement démonter un contexte vendeur. Donc, gardez bien à l'esprit que pour l'instant, l'horaire me semble être le time frame le plus propre pour gérer ce range. Vous voyez bien, voilà, pouf, ça vient ici, ça passe pas, ça passe pas. Là, on se retourne, double exit, mais on parvient même pas là, à déborder le contexte. Là, ça repart direct. Là, on tente, ça passe pas, divergence, on retourne à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est vraiment l'horaire qui gère. Donc, si vous voulez faire de l'intraday, la seule chose que j'ai à faire, à vous dire, c'est même pas de l'intraday, mais c'est de dire, voilà, si vous voulez vous amuser à court terme sur les cryptos, à plus court terme que les scénarios mis en place, c'est horaire. Voilà. Donc c'est en horaire que ça se cadre le mieux depuis le début de cette phase de conso. Et pour l'instant, sur les UT supérieures, je vois plutôt quelque chose qui ressemble à un triangle. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Encore une fois, le triangle, c'est beaucoup, beaucoup mieux que les consolidations descendantes comme ça. Le triangle, c'est plutôt la recherche d'une formation d'équilibre. Si on en sort par le haut avec la structure de creux et sommet ascendant, ça, pour le coup, ça sera un plutôt bon signe pour la reprise en main lente mais douloureuse de ce marché pour revenir côté la zone supérieure. Je vous rappelle, je pense difficilement qu'on puisse déborder cette zone derrière, là, des 280 et 14% de retracement FIBO. Je pense qu'ici, on est reparti derrière pour une consolidation très longue de plusieurs mois avant éventuellement d'ouvrir le sésame de la zone des 500-600 dollars sur l'Ether. Voilà, donc toujours des scénarios long terme, à court terme pour moi impossible de voir tout ça. Je reparle de l'Ether tout simplement parce que y a quand même des gens qui ne regardent que les cryptos dans ce que je faisais. Je le sais, il n'y a pas de souci et je ne vous faisais pas spécialement d'Ether quand il n'y avait rien à dire. Je vous en parle quand j'ai des choses à vous dire. Donc, m'en voulez pas si je vous fais pas de la crypto tous les jours. J'essaie de couvrir quand il y a des choses à faire, mais la plupart du temps, mis à part vous dire d'attendre, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, je vous remercie quand même. Je regarde ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Je ne suis pas là à faire la putaclic, à dire ah, si j'ai pas 3000 vues sur la vidéo, j'arrête. Voilà. Donc, non, par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que je surveille les tendances. Voilà. Et comme dans le marché, il y a certaines tendances que je ne comprends pas des fois. Là, c'est pareil. Il y a des tendances que je ne comprends pas sur la chaîne YouTube. Pourquoi vous êtes toujours là alors que je ne traite pas les cryptos? Donc ça me fait plaisir parce que ça me montre que je me suis trompé. Moi, je pensais que la plupart d'entre vous, vous étiez là pour regarder les cryptos et puis quand il n'y en aurait plus, vous partiriez et puis voilà.
Donc je vois que vous êtes toujours là, alors que les cryptos sont un ennui mais mortel. Donc ça montre que j'ai peut-être réussi à faire mon boulot, en tout cas celui que j'espérais faire et vous transmettre, qui était de dire, une fois que vous avez tâté la folie des cryptos et qu'elle se calme, vous allez peut-être enlever vos œillères et aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc je me dis peut-être, je ne sais pas, hein, c'est de la supposition encore une fois, mais j'espère que j'ai réussi à en intéresser la plupart d'entre vous, à ouvrir vos yeux vers les autres marchés financiers, doucement mais sûrement, à force de vous marteler le nerveux tous les jours. Allez, donc on repart au marché classique. Donc on regarde vite fait en daily notre pote le S&P 500. Donc évidemment le fameux canal dont je vous parlais. On sait quoi? Aïe, eh ben, ça prend des bénéfices dessus, forcément. Donc ça ne m'étonne pas que le marché ait vu cette zone de prix. De toute façon, il y a tellement d'informations techniques dans cette zone que voilà, c'est normal qu'on y réagisse. La réaction pour le moment, elle est préliminaire. Donc on va attendre la confirmation aujourd'hui. Raison pour laquelle le trade qui a été pris hier en direct, alors que je ne fais pas ça souvent, a été pris avec la moitié de la position que je comptais mettre. Je m'en garde une moitié pour la Fed et voir, être sûr que la Fed ne va pas me la faire à l'envers pour pouvoir garder un stop suffisamment loin. C'est-à-dire que mon stop est maintenant à 28,70, d'accord, et que je pense que la Fed peut chasser un peu plus haut, voilà. Mais disons que là, si on vient chercher 28,72 et compagnie, c'est par là que je vais déclencher mes invalidations, puisque mon renfort a donc été pris sur cette zone. Il m'en reste la moitié, hein, ce qui fait que j'ai encore des contrats à exécuter aujourd'hui en fonction de... Voilà, donc ça va être l'objectif de ce truc aujourd'hui, dire sur quelle zone je vais essayer d'intervenir, sur quelle zone vous pouvez intervenir si vous n'avez pas tradé hier, c'est tous ces genres de trucs. Voilà, on va voir où sont les prix intéressants en intraday. En daily, il y a un signal, c'est du TP, d'accord, donc c'est un signal gris qui demande une vérification, mais là, en plus de ça, on est divergent. C'est ce que je vous avais dit, c'est ce qu'on risquait, c'est-à-dire qu'on fasse les cons hier, et puis hop, merde, putain, ça passe pas, et on va se retrouver avec un signal et une divergence. Donc là, pour moi, c'est TP, mais en plus, c'est divergent, donc c'est un signal qu'on peut traiter de manière agressive, sans aucun problème. Si on regarde d'un point de vue trailline aussi, je le traite pas nécessairement tout le temps, mais c'est quand même important. Je dis les trendlines, c'est un peu le thermomètre des sentiments. C'est-à-dire que la trendline, plus elle est basse, plus le sentiment vendeur est présent. Plus la trendline de support est haute, plus le sentiment acheteur est présent. Et l'historique est très important. C'est-à-dire que quand vous êtes à égalité comme ça, quand en gros c'est 50-50, là il y a des pressions acheteuses et il y a des pressions vendeuses. Et bien vous regardez quelle est la trail line la plus longue en historique. Quel est le sentiment qui s'est installé en premier? Voilà, et qui a réussi à durer jusque-là. Pour moi, c'est le sentiment vendeur. C'est-à-dire que malgré toutes ces conneries-là, malgré tout ça, pour moi, depuis là, c'est les vendeurs qui prennent la main. Ça, c'est de la bêtise d'espoir Fed ou Dieu sait quoi qui nous a menés ici. Je comprends toujours pas ce mouvement, hein, d'accord? Mais tout ce que je peux constater, c'est qu'ici, les vendeurs ont toujours la main. Maintenant, ils ont même une divergence, un excès. Et comme tous les excès haussiers amènent des excès baissiers, vous pouvez vous dire que dans la correction, on va pousser plus bas que les premiers prix que vous voudrez acheter. D'accord? C'est le premier truc à noter. Donc, comme je vous dis, tout le monde a vu 26,40. C'est un truc de dingue. Tout le monde a identifié ce support. Tout le monde va récupérer ses bénéfices vendeurs ici. Eh ben moi j'irai plus bas. Voilà, je pense qu'il faudra aller à 25,86 parce qu'on fera le même genre de conneries, c'est-à-dire que ça remontera un coup et puis on baissera pour Dieu sait quoi, un catalyseur ou même juste rien du tout. Et je pense qu'on viendra chercher cette zone, qui est la première zone où les premiers vendeurs les plus agressifs, moi y compris, ont commencé à revendre les indices. Et je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués encore ici et qui demanderont à se faire la malle, c'est-à-dire à sortir. Et je pense qu'il y aura des demandes de volume ici. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le S&P 500 en daily. Maintenant qu'on a fait notre cadrage daily, qui revient donc à dire, pour moi on a un signal vendeur propre daily clôturé sur une zone technique. Il y a la volatilité de la Fed à encore absorber à court terme, qui peut être de la volatilité de type daily, donc on la prend en compte, on ne met pas son stop au-dessus du plus haut d'hier pour pas se faire arracher la tronche, on double la taille de la mèche. Voilà, moi c'est ce que je fais et ça fait 28,72, on est tranquille. Si on glisse en 4 heures, on n'est pas trop supposé le faire, là c'est juste pour revenir sur la journée d'hier. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si vous devez attraper un pullback? Eh bien attendre un pullback, voilà. C'est-à-dire que là, ça, est-ce que c'est un pullback? C'est difficile à dire pour l'instant, on n'a qu'une bougie. Donc on va regarder en horaire pour voir s'il y a une structure de pullback qui se construit. Un pullback, normalement, c'est au moins 8 bougies. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Potentiellement, là, vous pouvez vous dire, ok, c'est pas trop mal pour jouer un pullback. On est toujours dans le cycle vendeur, donc normalement, effectivement, c'est typiquement le genre de pullback qui va être revendu. On a bien un momentum qui est passé au-dessus de zéro, c'est typique d'une conso. Donc là, si vous voulez appuyer sur les boutons à la vente, c'est possible dorénavant, mais par contre, ça se fait toujours dans un contexte. On est d'accord? C'est-à-dire que là, il faut chercher une UT
où il y a un contexte vendeur qui passe ici. Autant vous dire, il n'y en a probablement pas beaucoup, certainement pas le 15 minutes, mais, mais à 3 minutes, oui. Donc 5 minutes, ça m'étonnerait, on va regarder, mais je pense pas. Bon, va falloir se bouger parce que ça part vite là. Non, 5 minutes, pas encore. Et donc 3 minutes, qui était donc le... Voilà, là en 3 minutes, on doit avoir quelque chose à faire. Alors par contre, non, je ne veux pas voir M, je voulais juste un graphique en 3 minutes. Voilà. Non, pas l'Eurostoxx 50, le S&P 500. Merci. On y arrive. Bon. Donc on voit bien la structure de hausse en deux vagues. Hein. Pour l'instant, c'est très bien. Il faut bien accélérer 2 fois le canal de tendance, 1 fois, 2 fois. Donc là, on a bien une structure ABC, une target, un débordement de contexte et des signaux. Bon, donc normalement, ici, en 3 minutes, il y a une vente à prendre pour ce fameux pullback. Où est-ce qu'on met le stop normalement dans ce truc-là? Donc là, c'est trop tard, hein, je suis désolé de vous le dire. On est déjà dans le bas du canal. Hein, je ne peux pas faire de miracle. C'est là qu'il fallait agir. Bon, là, on arrive un peu après la guerre, à quelques minutes près. Donc, où est-ce qu'on met son stop? Là, théoriquement, ce que vous tradez ici, d'accord, normalement, dans un pullback, il faut au minimum 61% de retracement. D'accord, c'est-à-dire dans un range baissier, c'est mini 61. Donc là, normalement, déjà, il faut être un peu chaud du slibard pour aller se mettre vendeur ici. Il n'y a que 38% de retracement. Maintenant, quand on voit l'impulsion d'hier, on peut se dire, ok, là, pourquoi pas? C'est agressif, mais dans ce cas-là, il faut que vous protégiez vos stops au-dessus de 76. Voilà, c'est juste dire, là, moi je pense que ce trade est valide, même s'il ne respecte pas toutes les conditions. Je pense qu'il est suffisamment viable pour s'autoriser la prise de risque de manquer une condition, celle du niveau de retracement minimum. Par contre, vous êtes obligé de prendre ce risque dans la gestion du risque. Ça, on fera des émissions là-dessus, parce que ça, c'est le cœur du métier. Moi, je vous apprends les règles, je vous apprends la base, je vous donne la boîte en carton dans laquelle vous devez rester pour trader. Celle qui évite que vous vous pétiez les jambes à chaque fois que vous faites n'importe quoi. Par contre, il faudra, pour être vraiment très efficient après avec la stratégie, pour progresser dans le temps, une fois que vous la maîtrisez bien, vous pouvez commencer à tordre un peu les règles. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser les boîtes, qu'il faut casser la boîte, ça veut juste dire que de temps en temps, vous pouvez vous autoriser de dire, bon, bah là, il n'y a pas toutes les conditions qui sont respectées, mais par contre, chaque fois que vous ne respectez pas une condition, c'est un risque qui augmente. Donc, vous augmentez la taille du stop. Ça s'appelle moduler son risque. Ça vous permettra d'identifier beaucoup plus de trades que ceux qui respectent intégralement les règles de la stratégie, mais ça ne peut pas se faire quand vous êtes en train de l'apprendre. Quand vous apprenez, vous ne cherchez pas à tordre les règles. Vous êtes d'accord? Sauf si moi je vous le dis. C'est-à-dire que là, je pense qu'on peut tordre un peu la règle. Pour ceux qui n'ont pas pris les trades hier, je pense que ce trade-là, il est prenable. Par contre, votre stop doit rester au-dessus de 28,50. C'est-à-dire au minimum au-dessus du 76,4, puisqu'on peut tout à fait y aller, puisque c'est la zone normalement théorique sur laquelle on devrait venir faire ce pullback. D'accord? Donc moi je reste encore patient, puisque d'une, là le trade n'est pas validé, il faut casser le canal de tendance. Si on casse le canal de tendance, bah, c'est que ce signal il était bon, tout simplement. Voilà. Hein, et là, normalement, vous devriez être en train de le sécuriser. C'est-à-dire que ce trade, si vous l'avez pris, ici, normalement, là, vous êtes en train soit d'abaisser les stops, soit de prendre un TP 25%, soit voilà. Mais là, vous êtes normalement en train de gérer le risque, puisque c'est ce que la stratégie vous dit de faire. Bon, du trade en 3 minutes, j'en fais plus souvent depuis un bon moment. Mais, vous voyez, la stratégie, c'est la même. J'applique les mêmes règles que ce que je ferais si on faisait ce trade-là en daily avec ce type de chandelier devant ma gueule. Le graphique n'a pas d'importance. C'est ça que vous compreniez. Ce ne sont que des structures de prix. Seulement, à court terme, on prend en compte les flux. Pour l'instant, les flux ils sont plutôt hésitants en avant de la Fed, voire baissiers par des prises de bénéfices des acteurs daily qui savent que la Fed arrive et qui ne vont pas jouer la prise de risque. Donc, pour moi, le S&P, c'est de ça. Donc, de dire, j'ai probablement raté un renfort intéressant que j'aurais bien aimé prendre, mais je ne vais pas le prendre après la guerre. Donc, je vais attendre soit l'excès dans la zone 61, ok? Donc, comment on fait ça? Ben, on fout une alerte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Soit ce truc-là ne réagit pas, c'est-à-dire on vient ici et on retente une nouvelle accélération un peu plus tard dans la journée pour venir chercher ce niveau technique. Et là, je prendrai un short, enfin mon dernier short éventuellement. Mais moi, je préfère plutôt garder mon pognon pour la Fed. C'est-à-dire, je vais attendre ce soir la clôture daily pour mettre le reste de ma position. Pourquoi? Bah parce que voilà, on va se remettre en 1 heure ou en 15 minutes. Quand vous voyez ça donc c'était le début de la journée d'hier, un merdier, mais pas possible. C'est-à-dire que ici, on sentait bien la tension augmenter, et pas qu'un peu, et on forme des porte-voix. Alors là, je me disais, oh putain de merde, il nous casse les couilles. Donc, c'était de dire, voilà, à ce moment-là, c'était, ouh, allons-y les gars, tout est possible, soyons fous.
C'est-à-dire, voilà, l'angle de dingo et de dire, bon, bah, jusqu'où on va aller. Bon, pour l'instant, c'est plutôt baissier, mais attention, hein, on peut tout à fait vous arracher un peu la tronche et venir faire mémuse, ici, aller chasser au-dessus du sommet. C'est-à-dire que la Fed, si jamais, pour une raison X ou Y, au début du communiqué de presse, comme c'est très tendu, c'est-à-dire que les carnets sont probablement vides et on peut faire un peu ce qu'on veut, typique, un mouvement d'un demi ou de 60%, 0,60%, ça peut se faire sans problème. Ça fait juste POC. Voyez, et dans le contexte volatile, on peut tout à fait faire ça. Vous mettez votre stop ici, vous êtes juste mort. Moi, je pense qu'on peut monter jusqu'à 28,67 parce qu'il y a un niveau technique ici. Maintenant, si ce matin, on rejette ici la base du niveau technique que je vendais déjà ici, hein, ce niveau-là, je l'ai vendu là parce que pour moi, ça devait réagir, cette ligne-là. Là. J'ai pas compris ce qu'on a foutu hier au-dessus de ça, je comprends plus ce qui s'est passé les dernières heures à partir de là. Maintenant, ne pas comprendre, ça ne veut pas dire que je cherchais à comprendre le marché, ça veut juste dire, là je ne comprends pas les mouvements techniques du marché. C'est ce qu'on appelle la gestion du risque. C'est comme on ne sait jamais rien, on ne met pas des stops qui limitent le marché dans ses mouvements, puisqu'on ne contrôle pas les mouvements. C'est ça la gestion du risque en fait, c'est de dire je pense qu'il va se passer ça, mais comme je ne sais rien, je vais autoriser qu'il se passe autre chose dans une certaine mesure. Voilà. En fait, je reformule, mais c'est ça la gestion du risque. Donc, moi j'ai vendu là l'autre jour, et comme j'ai vu que ça ne réagissait pas du tout, j'ai préféré me dire, ok, je sors et j'attends, puisque je sais qu'il y a la Fed. Bon, j'ai repris le trade hier en même temps que vous, et en face de vous. Donc ce trade-là qui a été sorti, il a été repris ici. Pour l'instant, je le tiens, parce qu'il n'y a rien qui m'invite à faire autre chose. Voilà. Pour l'instant, je reste vendeur de cette zone-là, et point barre. Je pense, sincèrement, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je pense qu'on ne risque pas de revenir chercher cette zone, les 76,4, mais qu'on peut peut-être revenir chercher celle-là, ici, à 28,41, proche d'eux. Voilà. C'est là où on a le plus de volume sur la journée d'hier. D'accord ? C'est-à-dire là, hop, vous dites POC, c'est pour ça que j'avais mis ce truc-là. C'est le POC, c'est de dire, c'est possible qu'on revienne tester ça aujourd'hui, au courant de la journée. Donc, gardez ça à l'esprit. Moi, je pense que c'est ce niveau-là que je vais essayer de revendre éventuellement aujourd'hui. Dans tous les cas, le stop, pour ma part, doit rester à 28,71. Voilà. Et seulement ce soir, s'il n'y a pas eu d'excès, si on clôture plus bas ou des trucs comme ça, on pourra mettre le stop au-dessus de ce sommet-là et renforcer. Mais sincèrement, je pense qu'il faut rester 28,71. Voilà. Parce que 28,61, c'est possible. À mon avis, la zone a tellement peu de volume ici, on l'avait vu en daily sur le SPX, d'accord, sur le cash, cette zone n'a tellement aucun volume. Voilà, on se met en daily, attendez le volume profile. S'il veut bien venir. Alors. Oui, j'en vois un petit bout, mais voilà, merci. Donc, le volume profile, on voit bien, pac, là, c'est la zone où il y a le moins de volume. Évidemment, c'est la zone où on s'est planté hier. Donc, pour moi, on ne doit pas pouvoir passer au-dessus de ça. Clairement, on ne peut pas. Par contre, il faut se dire que d'un point de vue liquidité, il y a des moments de très faible liquidité qui peuvent autoriser des trucs que normalement on ne peut pas faire. Voilà. Donc là, pour moi, techniquement, on ne peut pas franchir cette zone, sauf si la Fed change complètement, radicalement de discours et devient encore plus accommodante. Voilà. QE ou Dieu sait quoi. Mais là, honnêtement, mis à part un changement radical de politique monétaire, je pense que le marché a déjà pricé le fait que la Fed ferait probablement rien de nouveau. Donc, voilà, rien de nouveau, on prend des bénéfices et on attend de voir dans un mois ou deux pour éventuellement racheter. Je parle pour les gens qui jouent les tendances. Là, pour moi, les mecs, ils ont compris que c'était fini ce machin et qu'on va au moins consolider. Et ensuite, éventuellement, si tout va bien dans 2-3 mois, on rachète. Moi, je pense que ça va merder largement et fort avant même ces 2-3 mois et que du coup, ils rachèteront beaucoup plus bas. Ils vont dire, ok, on attend pour acheter les premiers pullbacks. Et puis quand ils vont voir que les supports commencent à pas trop bien tenir, ils vont dire, ah non, mais c'est pas... Voilà. Moi, je pense qu'ici, ça tiendra. Hein. Ici, déjà, on est dans la médiane du canal. Donc, notez ça. Si on se retourne vraiment ici, alors déjà, le canal, il va falloir le mettre à jour. C'est-à-dire que maintenant qu'on aura une projection haussière réelle et réalisée, on pourra mettre le canal ici. D'accord ? Comme ça. Donc, si on forme bien ce canal, qu'on ne va pas faire de nouveau plus haut aujourd'hui, qu'on confirme le retournement en daily, patati patata, toute l'histoire habituelle. Si on fait ça, d'accord ? Le principe, c'est de vous dire, la médiane du canal, si on passe en dessous, c'est la merde. C'est là, en gros, ici, c'est l'euphorie, enfin, c'est l'espoir, là, c'est la peur, et en dessous du canal, c'est la panique. Moi, je vous ai dit, on va aller en dessous du canal. J'en suis quasiment certain, si jamais on reflue ici. Parce que, tout simplement, on a eu l'euphorie, on aura la panique. Voilà. Je ne vais pas faire plus compliqué que ça. Pour moi, c'est clair, net et sans bavure. On a fait les cons ici, on va le payer. Voilà. Mais d'abord,
On va passer de l'euphorie à la peur. Mais attention, c'est jamais un switch immédiat. D'abord, on trempe l'orteil dans l'aspect négatif, comme on avait fait là. On trempe l'orteil, on fait un peu les couillons, on essaie de sauver les meubles, et putain, on y va les deux pieds dans le plat. C'est exactement la même chose qui, pour moi, va se produire en termes de schéma. C'est-à-dire qu'on va commencer à baisser jusqu'au niveau où on va commencer à se faire peur. Quand on va se faire peur, bah non, il n'y a pas de raison de se faire peur, tout va bien, voilà, la Fed est toujours là, un peu le même genre de truc, et bim, voilà. Donc en fait, pour moi, c'est la réplique de ça en sentiment. C'est de dire, on est plutôt optimiste dans le marché, la nature du marché est par définition toujours un peu plus optimiste qu'elle sera pessimiste. On préfère faire du pognon que de détruire de l'argent dans les marchés, ce qui est quand même logique si vous y réfléchissez de cette façon-là. Je ne pense pas que dans un premier temps, on s'effondre comme des teubés et je pense qu'on risque de tenir les 22,80 pour un rebond. Le rebond un peu de la dernière chance, mais par contre, celui-là, une fois qu'il échoue, dans la partie supérieure des 50%, c'est là où derrière, il n'y aura pas d'autre choix que d'aller plus bas que la peur, c'est la panique. Voilà. C'est un peu la même chose que ce truc-là à l'époque. Hein. Et attention, si vous vous imaginez que ce rebond sera nécessaire, ça veut juste dire ici, il faudra encaisser des profits partiels pour revendre les rebonds. Je n'ai pas dit qu'on allait forcément rebondir là. On peut très bien vous la jouer comme on l'a fait ici, c'est-à-dire ici, ça hop, 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 et bam. Donc attention à ne pas vous dire ici, on va forcément remonter jusqu'à 2005 et compagnie. D'accord? C'est de dire, dans les structures de prix, il y aura de l'hésitation sur cette zone-là et normalement au-dessus de la zone. Ça peut se faire en dessous, mais sincèrement, je pense théoriquement, c'est plutôt au-dessus qu'on risque d'hésiter. De par cet aspect positif, nous dit à règle égale, à risque égal, le marché préférera toujours se projeter vers des hausses que vers des baisses. Avant de capituler, voilà. Mais pour l'instant, c'est plutôt ce schéma-là. Ok ? Voilà, donc en daily, on attend que la Fed arrive. Je vous donne les niveaux, comme je vous dis, le support, pour moi, c'est celui qu'on a traité ce matin, enfin qu'on a traité voilà, hier soir sur le cash et qui a été retraité ce matin. Donc ce support qui tient, pour l'instant, on voit qu'on a essayé pendant la séance asiatique de recasser le plus bas, d'accord, on l'a fait, et donc attention, ça c'est une structure, ceux qui suivent depuis très longtemps, normalement vous la connaissez. Le problème c'est qu'il y a la Fed, mais je vous distille quand même la petite info parce que c'est comme ça. Quand vous avez ces structures-là, c'est-à-dire une séance bien baissière à Wall Street, et que pendant la nuit, vous avez un enfoncement du plus bas très marginal, c'est-à-dire ça enfonce mais un tout petit peu, d'accord, pendant la session asiatique. Et ça rebondit sur toute la session européenne. Quand vous avez ça, c'est-à-dire en gros, Wall Street baisse, les Chinois enfoncent le clou et finissent un peu neutres, c'est-à-dire qu'ils n'enfoncent pas le clou comme des dingos, ils viennent juste percer le plus bas. Et ils remontent, et les Européens, à 9 heures, boum, ça achète. Bon, là pour l'instant, c'est pas trop le scénario, mais si les Européens continuent de nous pousser vers la zone ici, franchement, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Donc, si ça pousse là sur les Européens, qu'on consolide, un peu plus loin, normalement, Wall Street, à l'ouverture, vend le premier tick. Voilà. C'est de dire que normalement, aujourd'hui, Wall Street ne va même pas chercher à acheter, normalement, ça vend. C'est-à-dire qu'il y a quand même une session américaine aujourd'hui avant la Fed. La Fed, c'est en fin de session qu'elle va arriver. Donc moi, je pense que normalement, en général, quand on fait ça, on installe la tendance directe. C'est-à-dire que là, en gros, on fait vague 1, vague 2, et on repart tout de suite à la baisse. Moi, c'est mon sentiment. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va forcément se produire, mais je pense que ça a de fortes chances d'être le cas. What else? C'est à peu près tout. Alors d'ailleurs, oui, je travaille sur une petite mise à jour de framework, et normalement, d'ailleurs, si je ne m'abuse, elle doit varier ici. C'est une nouvelle condition que j'ai faite. J'ai capté que le marché devenait de plus en plus volatile. Hein. Donc je dis, moi, mes outils, ils sont là pour retranscrire ma stratégie de façon semi-automatique. Donc c'est pour ça qu'ils évoluent. D'accord ? Au fur et à mesure, je les adapte aux conditions de marché, je les rends plus précis. Et par contre, j'ai constaté que maintenant, on commençait à avoir un peu plus de volatilité. C'est la mode. Il y a de plus en plus de spéculateurs dans le marché, donc ils amènent de la volate. Et ça me surprend que ça ne le fasse pas. Mais donc, vous voyez, ce genre d'événement comme ça, là où on éclate littéralement les contextes, je vais faire en sorte que les indicateurs s'adaptent plus vite. C'est-à-dire que là, normalement, ici, on devrait être un peu plus bas que ça. C'est-à-dire que le contexte, pour moi, il devrait être plutôt ici pour venir rechercher justement cette zone. Voilà. Donc, bref, je réadapte un peu, je vous le dis, je vous prévois tout ça dans les prochains jours. Là, je travaille donc sur une update éventuelle de notre pote Framework. Voilà. Allez, je vais plutôt m'arrêter là parce que... Alors, on va traiter le DAX quand même. Je sais qu'il y en a qui sont intéressés par pote Daxou. Oula, qui se prend un bon carton là, notre ami le DAX. En 15 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, en 15 minutes, contexte de support ce matin. Pour moi, c'est de dire déjà, si vous avez vendu, bah, il fallait encaisser. Alors,
il y a un problème sur les heures ou quoi là? Depuis quand mon pote le DAX fait de l'overnight? Alors, ah bon, ok. FXCM propose les contrats toute la nuit maintenant? D'accord, ah ben j'avais pas vu, bah peut-être bien. Bon, je suis sur le contrat FXCM, donc ok. Mais alors depuis quand ça dure ces conneries? Ok, mais non mais je n'avais même pas vu qu'ils le faisaient. D'accord, là ils le font encore. Bon, attendez, hein, ouais, comme quoi on en découvre un peu toujours. Ah voilà, là il faisait pas. Et hop, 21, 22h, 8h. Donc là, déjà, ok. Alors en horaire, il faut prendre en compte depuis combien de temps ça dure cette merde. Ça a commencé là, ok. Putain, mais c'est pas vrai, ils nous font les cotations magiques à la AIG maintenant. D'accord, ok. Donc là, en fait, on a un CFD qui cote H24 depuis à peu près là, depuis début février. D'accord. Bon, soit. Soit. Alors dans ce cas-là, je regarde le cash en horaire, parce que là, on n'est pas d'accord. Moi, je veux pas voir les bougies de merde de la séance asiatique. Voilà. D'accord, bon, ben c'est... Bon, en même temps, je suis plus chez FXM, je vais pas me plaindre de ne pas avoir les infos. Mais voilà, ok. Donc, alors, tout ça, ça a été fait. Ok, alors. Donc, là, ce matin, gap baissier, c'est pas étonnant, et ça vend. Donc, pour l'instant, c'est plutôt la confirmation du signal vendeur d'hier. Ok, donc ça vendait en haut, et là, bam, gap baissier ce matin. Donc ça, théoriquement, c'est un gap de rupture, d'accord? C'est de dire, là, c'est fini pour la tendance haussière, c'est game over, les acheteurs, il n'y aura pas de remontée. Normalement, ça, c'est typiquement, voilà. Là, c'est rupture avec la tendance haussière précédente, c'est un peu comme ça, là, vous voyez, paf, rupture, c'est fini, on s'arrête. Donc, parce qu'il est vendu, hein, voilà. Là, je vois tout de suite la différence. Et là, on va me dire, ah, mais là aussi, il y avait un gap de rupture. Ben non, là, le gap, il est comblé, d'accord? Donc, un gap de rupture, c'est un gap qui est non comblé. Pour l'instant, on voit que ça vend. Alors, j'ai pas dit que c'était fini, mais si on remonte là dans la fin de journée, enfin, d'ici la fin de journée, effectivement, ce ne sera pas un gap de rupture. Pour l'instant, si on le tient en clôture ce soir, c'est-à-dire que si ce gap n'est pas comblé sur la partie cash, eh bien, on pourra dire que c'est fini pour la tendance haussière du DAX. On voit bien la structure de toute façon, hein, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je l'ai vendu hier en même temps que j'ai vendu mon S&P. Donc, voilà, j'ai fait mon travail sur les indices. Hier, j'ai renforcé que le DAX et que le S&P 500. Je n'ai rien pris d'autre. J'aurais pu reprendre du Nikkei, j'aurais pu reprendre de toutes ces choses-là. J'ai préféré m'abstenir pour l'instant en attente de la Fed. Je remettrai des pieds dans le plat ensuite. Donc, bref. Sur le DAX ce matin, donc je dirais en horaire, les bornes sont plus basses, donc je viserai des TP un petit peu plus bas, puisqu'il me semble que c'est vraiment le contexte horaire qui gère. Mais par contre, prenez-le sur le cash, hein, parce que du coup, les bougies de merde de FXCM, là, merci, mais j'en veux pas. Donc là, au moins, vous avez le contrat, mais par contre, là, ça s'arrête à 17h30. Donc, c'est un peu plus serré. Alors, je vais voir si on n'a pas un DAX autrement haute que ça. Deutsche 30, mais c'est celui qu'on regarde. Moi, je voudrais un futur DAX en CFD. Merde. Bon. Bah, casse les couilles. Donc, on va devoir se taper les cotations à la con là, de nuit. Bon. Bah, tant pis, on fera avec. On fera avec. Donc, moi, je dirais dans ce cas-là, le 15 minutes ici... me paraît quand même... Mais ça m'énerve ces cotations de nuit, j'en veux pas de ces merdes. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas d'où ils les sortent eux aussi, parce que bon, IG les invente ces cotations de nuit en copiant les mouvements du S&P 500 et tout ça. Bon, enfin là, je ne sais pas trop où ils vont inventer leurs cotations chez FXCM, mais bon. Toujours pareil, quand vous avez des actifs, il faut savoir ce que c'est comme actif, ce que ça représente, ce que vous analysez. Là, moi, en gros, là, il y a tout un paquet de data, là. Tout ce qui se passe à partir de là, de tout ça, là, de 1h15 à 8h, je ne sais pas d'où viennent ces cotations. Voilà. Donc, c'est la grande question. Je me demande d'où sortent ces prix chez FXCM, et j'ai du mal à analyser des données sans savoir d'où elles viennent et comment elles sont calculées. Le reste, je sais, tout ce qui se passe entre 8h et 22h, je sais très bien que c'est le futur, mais tout ce qui se passe à partir de 22h et jusqu'à 8h le lendemain, d'où ça vient, c'est la magie, et je vais poser la question à FXCM.
Bref, donc 15 minutes ce matin, donc les supports, je pense, en débordement du contexte, donc allez voir un petit peu plus bas. Le prochain niveau de Fibo se trouve à 650, je pense sincèrement que c'est le prochain objectif à la vente, c'est là que le canal de tendance attend de toute façon gentiment. Je dirais que tous les pullbacks dans le canal de tendance vendeur, alors attention, ça ne veut pas dire qu'on vend le canal de tendance, ça veut juste dire que quand on revient chercher le canal de tendance, on se met à chercher une vente. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Puisque je pense que de toute façon, là, l'objectif, c'est de pousser un deuxième coup et de remonter là, revendre cet après-midi avec les US, et ensuite, on rebaisse un bon coup, normalement avec la Fed cette fois, et le catalyseur pour installer la tendance baissière. D'accord. Théoriquement, aujourd'hui, je veux voir des vagues 1 qui reviennent chercher et casser éventuellement des supports à court terme, un pullback de type vague 2, et puis la Fed, normalement, qui casse tout ce cycle en déclenchant la tendance. Voilà. En gros, je voudrais un truc comme ça. D'accord. En schéma. Mais je voudrais revendre dans la tendance, de préférence dans le contexte, mais à mon avis, ça me paraît quand même peu probable, puisque la Fed va casser en fait le rythme habituel de marché en amenant un catalyseur supplémentaire. Donc voilà, il faut être conscient que théoriquement, dans un schéma comme ça, on reviendra chercher le canal de tendance, mais comme là on a la Fed, c'est probablement la Fed qui accélérera le mouvement et pourra le déclencher. Maintenant, attention, si la Fed va installer un nouveau sommet, encore une fois, je ne comprendrai pas, mais voilà. Qu'on y aille à court terme, je vous dis avec de la volate à la con et qu'on fasse un pack, ça ne me gêne pas. Par contre, normalement, on ne doit pas tenir les accélérations ce soir et le marché ne doit pas se diriger vers là pour tenir une clôture ici et réouvrir là demain. Voilà. Si on fait ça, pour moi, c'est direction vers les invalidations. Alors, avec une marge d'erreur, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, la gestion du risque, j'autorise le marché à aller là, mais je ne l'autorise pas à accélérer à partir de ce point. Si c'est le cas, ce sera la sortie pour ma part. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je regarde un coup d'œil au global. Alors oui, je vais surveiller GBP. Donc GBP, la structure m'interpelle. Je vous dis, j'ai toujours pas pris de profit là-dedans. Donc je me pose la question de savoir si je vais le faire. J'ai essayé de contextualiser ce marché tout à l'heure. Donc je vais faire le même exercice que ça avec vous. J'ai triché, du coup j'ai travaillé un peu avant de vous faire l'analyse ici. Mais normalement je ne le fais pas. Mais c'est la seule chose que j'ai faite en fait. Avant de commencer l'émission, j'étais déjà sur GBP USD et du coup j'ai regardé puis je me suis dit ah tiens là il y a un truc à faire aujourd'hui vu que ça baisse. Donc il faut essayer de contextualiser. Donc toujours pareil, on cherche un contexte qui parle. Ah putain ça parle. Voilà. Donc là pour moi c'est tout de suite un range. C'est 4 heures là, c'est un peu plus brouillon. C'est un semblant de tendance mais ça a du mal. C'est-à-dire que j'aimerais bien justement que là en 4 heures, hop, on reparte un petit coup. Pour moi, ça c'est un premier breakout en 4 heures, donc je dirais tendance, mais tendance assez mature et forte probabilité quand même de pullbacker ici. Problème, il y a le catalyseur dollar de la Fed ce soir. Donc, face à l'incertitude de la Fed, je pense qu'un petit profit partiel n'est pas débile, mais quand je vois la structure de prix ici, je me dis, ah, les mecs, ils prennent pas beaucoup de profit là. Donc, soit je prends le risque de jouer qui tout double avec la Fed, c'est-à-dire de dire, enfin pas qui tout double, mais c'est de dire je prends pas de profit et si ça break, évidemment, je prends beaucoup plus. Il y a l'option intermédiaire qui reviendra à dire je sors 15% et si on vient chercher une mèche ici, je rachète. Enfin, et si on revient chercher ces prix, je rachète. Mais le problème, c'est qu'ici, on peut se faire mècher comme des cons et au final, il ne se passe rien. Voilà. Donc, c'est un peu con. Pour moi, la zone à acheter, c'est là. D'accord. Donc je vais vous donner plusieurs scénarios, parce que comme d'hab, ça dépend de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de à quel niveau vous êtes exposé sur GBP. La bonne décision, en réalité, n'existe jamais. Ce n'est que de s'adapter par rapport à ce que vous avez sur votre portefeuille, et ainsi de suite. Donc, comment vous allez réagir à ça? C'est la grande question qu'il faut vous poser, et ça, je vous dis, ça dépend. Moi, je suis correctement exposé sur GBP. J'ai un peu de levier, ce qui fait que théoriquement, si je devais revenir à un niveau de risque vraiment acceptable, je devrais normalement prendre un 15-20% de profit, pas plus, pour revenir un peu plus à la normale. Mais vous me connaissez, moi j'aime bien prendre du risque. Donc fuck off, moi je vais rester all-in, en sachant que all-in, ça reste un levier. Je suis en levier, je suis plus en levier spéculatif, mais très léger, d'accord? C'est-à-dire je pars encore complètement full leverage. Je veux qu'on déborde les 1,34 et c'est au-dessus de ça que là, pour le coup, je serai beaucoup plus important dans mon exposition au GBP. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Je pense que des pullbacks peuvent se mettre en place. Donc moi, mon schéma, ça va être de dire, je m'en bats les couilles de la Fed. Je pense que le dollar va rester baissier. Je peux me tromper. Si je me trompe, à court terme, on peut revenir là. D'accord? Mais je me dis, si le dollar reste baissier, que GBP, ça n'a pas l'air de trop mal se passer, et en tout cas, les mauvaises nouvelles, le marché commence à s'en cogner de plus en plus. Et ça, quand je vois ça, je me dis, ah, ça pue l'accumulation avant un breakout, ça, non? Ça ne vous parle pas? C'est-à-dire que pas en 4 heures, mais par exemple, en horaire, là, ça doit commencer à vous parler.
Regardez, vous allez voir tout de suite la différence. Quand je vous dis, les structures de marché, je ne les sors pas au doigt mouillé. C'est pas moi qui décide de faire tel ou tel truc, c'est de dire, alors, je vous apprends à appliquer la stratégie. On en est à combien dans le range? 1, 2 et 3. D'accord? Donc c'est du range, enfin pardon, et 4. Donc 1, 2, 3, 4 rejets de range. Avec un rejet intermédiaire ici. Donc c'est plutôt du range acheteur. D'accord? C'est-à-dire un range haussier. Donc range haussier, mature, et en plus de ça, ça fait combien de fois? 1, 2, 3 fois que le canal de tendance rejette à la hausse. Si ça rejette une nouvelle fois, sans commentaire, d'accord, on est en squeeze. Donc pour moi, tous les éléments indiquent un breakout. Il y a un catalyseur en plus ce soir. Alors je ne peux pas anticiper le catalyseur, je ne sais pas ce que va dire la Fed et encore moins comment le marché va l'interpréter. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, il y a des mecs comme moi qui jouent le breakout. C'est-à-dire qu'ils sont là et qui se disent, bah, j'en ai rien à foutre. Moi, je reste dedans et je ne prends pas mes profits, je joue la Fed. Voilà. Donc je vais jouer la Fed. Alors c'est un risque, c'est clairement un risque. Je vous le dis direct, je ne serais pas surpris de me faire des montres ce soir et d'avoir tort. Mais ça se fait dans une gestion du risque. Je ne prends pas un risque de débilos, je prends un risque que je peux tout à fait assumer puisque je pense que même en cas de pullback, ce sera à racheter sur le support en 4 heures. Ok? Et je pense que le range est déjà largement orienté à l'achat et je pense qu'on peut tout simplement se péter un gros breakout cet après-midi, enfin ce soir, avec la Fed. Et évidemment, je n'ai pas du tout envie de réduire mon levier et de me retrouver à devoir trader un breakout en cours de route dans un contexte peu volatile et ainsi de suite. Donc GBP, je reste dedans et je prends un risque. Par contre, si vous êtes fortement exposé GBP, c'est pas possible. Il faut que l'exposition soit en corrélation avec le risque que vous prenez. Je le fais parce que je vous dis, je suis sur un levier spéculatif plus 20%, plus 25%. Donc en gros, j'ai 1,25 d'un levier spéculatif. C'est-à-dire que je ne suis pas franchement encore en super levier de connard, quoi. Donc je peux me permettre ce genre de risque de type spéculatif avec l'exposition que j'ai. Par contre, je vous dis, si ça break, évidemment que je vais remettre du pognon, hein. Là, ça c'est certain. C'est-à-dire, si ça break, qu'on tient des clôtures ce soir daily au-dessus des 1,3440, là, vous êtes certain que je vais remettre des renforts sur GBP. Voilà. Et je vais passer en trading de tendance et en breakout. Pour l'instant, ça me paraît hésitant. Donc, je favoriserai le pullback, mais je préfère le prendre en gestion du risque au cas où le dollar s'emballe à la baisse, puisque je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour le faire. On regarde d'ailleurs notre pote dollar, puisque c'est quand même la thématique de la journée, et de dire, là, est-ce que vous voyez des schémas haussiers? Moi, non. Alors, peut-être que, mais j'ai surtout l'impression qu'on range à plat, et ça me rappelle étrangement la bonne époque du retournement précédent. C'est-à-dire, comme d'hab, je ne comprends toujours pas ce qu'on fout ici sur le dollar, et pourquoi les gens maintiennent un biais neutre sur ce truc, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se prendre une cartouche qu'ils ne vont pas voir venir, et de toute façon, donc vous voyez qu'en daily, on est à l'hésitation. Donc le dollar, dans la direction à venir après la Fed, c'est soit ça, et je vous dis, on vient chercher pour moi des zones qui se dirigent vers mes invalidations, c'est-à-dire on viendra là, je commencerai à alléger mes positions en dollars, et je reprendrai des ventes par là, en débordement du contexte. Donc là, il n'y a pas de stop ici, hein, mon stop a été largement abaissé au niveau du sommet. Donc voilà, si on vient à se rediriger par là, je sors pour revendre vers les 99 du DXY, mais je ne pense pas, d'accord? Pour moi ici, il y a un trou de volume, un changement radical de polarité. Et voilà, pour moi, ça c'est tax pleine. C'est de dire Trump, voilà, l'élection de Trump, et à partir de là, ça passe plus. Voilà, là c'est tax pleine et compagnie, et on se rend compte qu'au final, les ricains vont juste dépenser une quantité astronomique de dollars pour rien, et au final, on se rend compte que malgré les LTRO de l'Europe et compagnie, c'est les ricains qui vont dépenser le plus de blé. Ils ne le dépensent pas directement, mais c'est des pertes sur des recettes fiscales. Donc voilà, pour moi, le dollar, c'est juste ultra bear. Et je pense que c'est ça qui va dominer. Maintenant, il faut que la Fed lâche la bride. Quand la Fed lâchera la bride, le dollar s'effondrera. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas le cas. Mais c'est toujours la direction que je trade. Pour moi, on vient de traiter largement les contextes vendeurs dans des cadres de tendance baissière. Et pour moi, il y a tout ce qui indique pour une reprise baissière de ces marchés, dans le sens de la tendance majeure. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'on va déclencher ça, je ne sais pas si le timing c'est dans quelques mois avec un nouveau différentiel de timing, c'est-à-dire, moi je spécule, mais je ne peux pas maîtriser le moment où ça se déclenche. Donc je l'anticipe et je gère les risques. C'est ça mon travail. Donc si c'est ça, que je me suis encore planté sur le timing et qu'on doit aller là, je sors là, je revendrai dans cette zone-là,
de manière spéculative. Pourquoi je sors? Parce que je ne sais pas si le marché ne va pas faire ça. On est bien d'accord. Donc je ne vais pas me dire, ouais mais non, c'est pas grave, dans ce cas-là, je repousse mon stop ici. Non, non, là comme je ne sais pas ce qui pourra se passer au-dessus de ça, je sors. Et je rechercherai en fonction de ce que j'aurai à l'écran à ce moment-là, ici. Pour l'instant, je pense que ce signal est tout ce qu'il faut pour baisser. Je pense qu'on doit normalement cet après-midi casser ce momentum et installer le cycle vendeur qu'on voit ici en formation. Voilà. Normalement, pour moi, ça veut dire on est à la médiane, on se dirige vers le support du canal de tendance qui a été travaillé 1, 2 et pour l'instant, il me semble que c'est la dernière. Et on doit normalement, rappelez-vous, pour installer des breakouts baissiers, avoir des sommets descendants. Là, on n'a pas de sommet descendant, mais on a un double top. Donc pour moi, ça marche aussi. C'est de dire dans ce cas-là, on vient ici et là, boum, cassure en breakout, accélération, report de l'amplitude immédiatement. Hein, c'est ce que le marché fait toujours sur un double top. C'est-à-dire qu'on prend tout ça, le range qui a précédé, et on reporte au sud, et ça nous donne la bonne vieille target. Alors on prend toujours les clôtures pour faire cet exercice. Alors en bas, on prend la mèche, en haut, on prend les clôtures. Donc là, on prend la plus haute clôture. Ah bah, elle était tout en haut pratiquement. Voilà. Donc la plus haute clôture du range, bon moi je prendrai celle-là pour être tranquille. Et on reporte. Voilà, hop, donc ça vous donnera des targets par là. Et évidemment, c'est où? C'est évidemment là que je commencerai à encaisser dans le contexte et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a un différentiel qui va se mettre en place. Si c'est ça, j'ai tort, je prendrai une petite perte. C'est tout. Mon prix de revient moyen, il est là. Ce qui veut dire que théoriquement, aujourd'hui, même si ça punch vraiment fort et qu'on est là ce soir, je vais prendre une petite perte spéculative. Bon, voilà. Si ça déclenche, levier, validation des trades sur le dollar et ainsi de suite. OK ? Mais il faut venir chercher ce canal de tendance et installer des clôtures dessous dans les prochains jours. Et accélérer à la baisse. Et là, vous pourrez me voir renforcer les paires dollars tous les jours. Et si forcément, si c'est ça le scénario, et je pense que c'est ce que moi c'est ce que je favorise, vous pensez qu'il va se passer quoi sur euro-dollar et sur GBP USD? Forcément, ça va merder. La même chose sur l'USD-Yen. On tente de sauver le bison depuis un bon moment. Tout m'invite à penser que ce machin va se péter la gueule. Je peux me tromper, hein, encore une fois. On peut relancer une nouvelle fois sur le dollar et aller fausser le timing. Mais sinon, c'est ça la direction. Et c'est on retourne côté toutes ces zones de prix qui ont été faites de manière épidermique sur le yen. Et on va normalement plus bas. Chercher sous les supports annuels du yen et de l'USD-Yen. Moi, c'est ça la direction, je pense. C'est terminer avec ce triangle, venir par là, faire un pullback et ensuite installer une tendance. Voilà. Il y aura quand même une zone à gérer, hein, une zone de gestion du risque ici sur le canal de tendance. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, il y aura des prises de profit, miennes y compris. Hein, voilà. Et ensuite, normalement, on rattaque une tendance baissière. Voilà. Bref. C'était un peu pour les visions moyen-long terme. Là, on fait parce qu'il y a la Fed. Voilà, normalement, aujourd'hui, on devait faire que de l'intraday. Donc, comme je vous ai dit, intraday, autorisez juste de la volatilité. Mais je pense que les prises de décision ont été faites dès hier. C'est-à-dire, pour moi, le marché prend ses gains et ne cherche pas à savoir ce que la Fed va dire. C'est-à-dire que ce soit haussier baissier, à moins qu'il y ait une vraie nouvelle de marché, je pense tout simplement que le marché n'en a plus rien à faire d'acheter des actions. Il a pris le risque avant la Fed, c'est sell the news et voilà. Et pour moi, ça semble plutôt orienté baissier dollar. Maintenant, je peux me tromper, j'en sais rien. Mais le dollar me semble bien mature pour se reprendre une petite cartouche. Si ce n'est pas le cas, il faudra changer de timing pour le dollar, à probablement attendre le mois de mai. D'accord ? Le prochain timing où normalement la volatilité devrait être en totale explosion et le système américain en totale implosion, puisque donc, je vous le rappelle, pour moi, c'est de l'écran de fumée. Toutes les hausses à Wall Street, c'est alimenté par des schémas ultra spéculatifs qui amèneront la même contrepartie vendeuse. Donc on a connu toute l'euphorie, toute la conjonction haussière de tous ces facteurs catalysants stupides qui auront des contreparties vendeuses. J'attends de voir le moment où tout va s'aligner dans le mauvais sens, c'est-à-dire le moment où on se dirigera vers la panique. Je pense que ça commencera à se mettre en place à partir du mois de mai, où on devrait voir des cycles de volatilité extrêmement dangereux se raccourcir et accélérer. Normalement, c'est mai, juin, juillet, c'est le carnage pour les actions américaines, si je ne me trompe pas. Et c'est pas parce que j'ai une boule de cristal qui donne le temps, hein. Je vous rappelle, c'est le schéma de volatilité que je vous ai mis en place la dernière fois, qui invite à penser qu'on va créer des cycles de volatilité de plus en plus courts et de plus en plus dangereux. C'est-à-dire que la volate, vous voyez, si on prend ça et qu'on se dit on en fait un ici, voilà, le cycle qui suit, c'est juin, mi-juin. Voilà. C'est de dire normalement, là, quoi qu'il arrive, on va toujours plus court-termiser la prise de risque, la rendant complètement immaîtrisable et sujette aux aléas qui deviendront de plus en plus nombreux et ainsi de suite. Donc voilà, pour moi c'est un système parabolique qui ne peut qu'amener vers des désastres et j'attends tout simplement que ça se voit sur les prix.
Les Bunds, hier, la réaction a été intéressante et je vais les surveiller aujourd'hui, de même que les taux à 10 ans. Je ne les traite pas, mais je pense qu'il y aura un effet tout simplement conjoint, c'est-à-dire que si les taux à 10 ans bougent, les Bunds vont bouger. Donc je pense tout simplement que les taux en zone européenne, c'est fini. Voilà, hein. Alors aujourd'hui, de toute façon, il y a un choix, c'est-à-dire que soit effectivement les taux aux États-Unis s'écroulent, c'est-à-dire Powell annonce tout simplement qu'il va y avoir des baisses de taux éventuelle en 2019. Alors ça, j'y crois pas une seconde, mais c'est ce que le marché aimerait. Voilà. C'est-à-dire le marché aujourd'hui se projette. Il y a deux rendez-vous de la politique de la Fed. C'était hausse de taux en 2019. Oui, non, peut-être en 2020. Aujourd'hui, les mecs veulent une baisse de taux dès la fin 2019. C'est un truc de dingue. Voilà. C'est complètement. On vit sur une autre planète. C'est-à-dire que là, les mecs, c'est de dire, hé, attends. La dernière fois, tu as doublé ma dose de pognon, mais cette fois, j'en veux 10. Voilà. Et puis tu payes ou tu payes pas. Voilà. Donc là, c'est complètement dingue. Je veux dire, on marche sur la tête, mais c'est de voir jusqu'où ça peut durer, cette bêtise, où on peut avoir des changements, mais complètement radicaux dans la perception de la politique monétaire, la perception de l'économie par les gérants de la politique monétaire, et derrière, vous avez les spéculateurs qui disent « Oh non, what the fuck, nous, on achète tout ce qui traîne, on prend du risque ». Ben non les gars, parce que si la Fed elle est accommodante parce qu'elle voit des gros risques réels sur l'économie, ben, tu es supposé les prendre en compte dans ton trading et pas dire non, moi du coup je m'en bats les couilles, je joue la petite fenêtre spéculative de 2-3 mois avant que la merde arrive pour acheter tout ce qui traîne. Parce que c'est ça ce qui se passe en fait. C'est que là en fait les mecs se disent ah ben on va spéculer un petit coup, il y a une fenêtre ouverte de 2-3 mois ici, qu'est-ce qu'on fait? On short la volate comme des connards et on achète des actions. Et on racle tous les stops des vendeurs. Hein. Voilà, c'est l'intérêt, c'est de dire tous ceux qui ont vendu en fin d'année parce qu'ils ont eu peur, on va tous les racler et on va monter aussi haut qu'il faudra pour le faire. En fait c'était ça le mouvement spéculatif. Si on doit échouer aujourd'hui et recréer un cycle vendeur hebdomadaire, la cycle de hausse hebdo qu'on a eu les 2 et 3 derniers mois n'auront été que des hausses purement spéculatives basées sur du vent et simplement alimentant des ventes de volatilité. Pour moi, c'est ça. L'histoire, elle gardera ça. Ce sera de dire, bah, on est remonté pour rien, et en fait, qu'est-ce qu'on gardera dans l'histoire quand on analysera ce graphique dans 10 ans? Bah, on dira c'était un dead cat bounce. Voilà. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, vous venez de vivre un dead cat bounce, et vous savez quelles sont donc les émotions de ce dead cat bounce. Vous voulez vendre, et puis vous vous dites, mais pourquoi ça monte? C'est illogique, c'est stupide. Et un dead cat bounce, normalement, c'est 61-76 4 de retracement. Là, on s'est offert 85%. Donc c'est un dead cat bounce de dingue, complètement dingue. Merci les banques centrales. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Pour moi, on ne serait jamais arrivé aussi haut s'il n'y avait pas eu en plus le petit coup de boost Powell au milieu du truc, qui a alimenté encore plus cette spéculation débile. Bref, on verra la suite dans quelques trimestres. Je m'arrête là pour ne pas perdre plus de temps. Je vous souhaite donc une bonne fête ce soir. Soyez calmes, gardez des stops assez lointains. Si vous n'avez pas de vente aux US, je pense que c'est le moment d'en prendre une quoi qu'il arrive, mais dans le sens de la gestion du risque escompté, c'est-à-dire mettez des stops pas trop loin. Soyez conscient que ces trades, s'ils déclenchent, sont des trades hebdo mensuels, donc c'est à garder entre 6 mois et 1 an. Dans un horizon de temps, hein, il faut être capable de garder ce trade 6 mois et 1 an. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur, ne vous mettez pas la barre trop haut. Dans ce cas-là, vous prenez ces trades sur des UT 4 heures et puis vous gérez le risque en fonction de. Voilà. Mais je pense qu'il y a un swing à prendre ici, et pas un swing 4 heures, un swing hebdo mensuel. C'est-à-dire un truc, voilà, un gros trade. Un gros trade. Je vais utiliser le mot parce que ça me fait chier de me dire je dois me restreindre dans l'utilisation pour pas choquer. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'est big short. Voilà. Je me prépare là pour le big short, c'est-à-dire je prends mes positions spéculatives. Encore une fois, hein, c'est pas inventé aujourd'hui. Si je vous ai dit que je prenais des risques assez importants sur ces trades, je risque près de 20% de mon capital au cas où je me fais démonter sur tout le tableau. Et c'est possible, je suis ouvert à la possibilité que ça arrive. Je prends autant de risques parce que je réinvestis des gains passés et que je pense tout simplement que c'est la dernière fois qu'on remonte avant des baisses durables de plusieurs trimestres. Donc, le big sell, le big short, hein, celui que tout le monde cherche et dont on n'ose jamais parler, et ben voilà, moi je pense qu'on y est, et point barre. Je me trompe peut-être. Je m'en bats les couilles, c'est pas mon rôle de jouer les visionnaires, je vous donne mon sentiment. Mon sentiment, c'est que je l'ai déjà bien senti, le big short, quand on était sur les sommets en 2018. Et quand j'ai vendu tout ça à l'époque, sincèrement, je commençais déjà à vous parler de ce truc-là. Et je vous disais, j'attendrai les confirmations de prix pour en parler. Moi, je pense maintenant que ça, c'était le big short, et que là, c'est le big pullback, c'est-à-dire, là, en gros, c'est le big short pour les spéculateurs. Il n'y a que les spéculateurs qui ont pris ça. Et là, c'est le big short où tout le monde prend. C'est-à-dire que là, tous les gérants se font la malle, il n'y a plus personne qui achète. Il n'y avait que des achats spéculatifs dans un dead cat bounce. Derrière, c'est le carnage boursier qui arrive.
Dans le marché, je vous le dis, la structure se prête à ça. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait hier soir dans le Discord. Je vous ai quand même fait un live de 4 heures, les gars. C'est de dire, on a aujourd'hui toute la conjonction des informations qui mènent vers un carnage boursier aux États-Unis. Parce qu'en gros, là, dès que ça baisse, ça ne s'arrêtera plus. Parce que ce sont les mêmes éléments qui permettent de déclencher la tendance haussière stupide qu'on a eue en 2017-2018. Qui sont des éléments débiles, des éléments conjoncturels, des éléments de conjoncture haussière qui pour moi vont s'épuiser et créer une conjoncture extrêmement dangereusement baissière. Quelle est cette conjoncture? Des achats d'ETF de malades, on va le faire, hein, voilà, on va remettre le graphique, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Et les mecs, ils sont chargés d'ETF comme jamais. Voilà. Il y a toujours beaucoup plus de volume entrant que de volume sortant sur les ETF et vous posez la question, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien acheter ces gens-là? Voilà. Là on est, alors je vais mettre en pourcentage. Non, alors moi c'est pas ça que je veux faire. Putain, j'aimerais le faire sur le. Ah, c'est pas ça qu'il faut faire. Index 200. Alors, ça ferait combien? Mais j'aimerais le caler sur le... Ah, ça me gonfle. Je vais le mettre dans un autre graphique. Oula, qu'est-ce que ce merdier. D'accord, bon, c'est pas grave. On va le mettre encore plus bas que ça. Ok, donc, alors là, on est à combien au-dessus du précédent sommet? Encore, on était là, c'est juste pour voir en pourcentage. Voilà, il y a 15% de volume d'ETF supplémentaire en circulation dans le marché, alors que le marché se trouve toujours 3% plus bas que les sommets historiques. Voilà, 15% d'euphorie, en plus du sommet historique sur les achats d'ETF, alors que nous, on est à moins 3. Voilà. Donc, qu'est-ce qui explique cette différence, à votre avis? Il y a une différence, c'est-à-dire qu'il y a des gogoles qui achètent à mort. Alors, je dis des gogoles, il n'y a pas que des gogoles dans le lot, mais en spéculation, on a tendance à dire que ceux qui gèrent en passif, c'est-à-dire ceux qui achètent des paquets, ce sont les gens qui réfléchissent pas trop, donc en général, les gens qui prennent les mauvaises décisions. Alors, ce sont des conclusions un peu hâtives, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais je m'en fous, je suis obligé de faire ce biais-là. Donc pour moi, les mecs sont gonflés à bloc alors qu'ils comprennent probablement pas grand-chose à la prise de risque. Et par contre, je vois des gens en face qui se mettent forcément en face, puisque sinon, on devrait avoir les prix qui suivent. C'est-à-dire que normalement, le prix du S&P devrait être au même niveau que ça. Sinon, c'est qu'il y a quelqu'un qui sert de balance dans l'autre sens, c'est-à-dire quelqu'un qui vend. Et à votre avis, qui vendent? Enfin, qui est en train de vendre ici? Tous les gérants. À mon avis, ils sont juste en train de se délester d'actions, de se barrer sur l'obligataire. Et puis derrière, qui va rester dans le marché? Qui va rester exposé à l'achat à ce marché? Tous ces gogoles qui ont acheté des ETF et qui ne savent pas trop que ça vaut un bras alors que ça vaudra probablement la moitié dans un an ou deux. Et qui restent derrière les entreprises qui ont racheté leurs actions. Donc qui a alimenté la hausse depuis les 6 ou 8 derniers trimestres? Les actions elles-mêmes, c'est-à-dire elles se sont automatiquement rachetées grâce au superbe cadeau fiscal, donc effet conjoncturel, dont l'effet adjoint, c'est-à-dire la contrepartie de cet effet conjoncturel, revient à dire, et je vous avais fait un cours dessus, qu'est-ce qui se passe quand on fait des rachats d'actions sur un sommet de marché? Il se passe que derrière, on augmente la volatilité de la phase de baisse. Voilà, ça c'est mécanique, ça a été étudié plein de fois, c'est pas moi qui l'ai sorti de mon chapeau, vous allez sur Wikipédia, c'est écrit. Ou Investopédia, on l'avait vu à l'époque, si je me souviens bien. Donc c'est écrit noir sur blanc, hein, voilà. Les rachats d'actions sont soit une preuve de confiance de l'entreprise dans sa durabilité, dans son futur, et c'est considéré comme extrêmement haussier pour l'action parce qu'on est sur un creux de marché. Dans ce cas-là, l'entreprise rachète ses actions pour limiter la phase de baisse parce qu'elle se projette sur des gains futurs. Mais ça se produit sur un creux, c'est-à-dire quand on achète, quand l'entreprise dans un creux de marché, dans une phase de panique, achète ses propres actions. Quand l'entreprise, alors que le marché est complètement topiche, achète ses propres actions. C'est l'inverse. Ça revient à dire, bon, on ne sait pas quoi faire avec le pognon, donc on va faire monter artificiellement le cours de bourse. Pour rémunérer les dirigeants, les dividendes, tout va bien, mais par contre, investir dans l'entreprise pour être plus productif, non. Donc, est-ce que ça, c'est une confiance en l'avenir? Non, au contraire, c'est plutôt un signal qui dit, on est topiche, on va se péter la gueule, donc, quitte à faire quelque chose, on va racheter nos actions.
Et donc ça gonfle artificiellement le cours de bourse et ça augmente également la volatilité dans la phase de baisse. Ça veut dire qu'on va baisser plus fort sur les actions qui ont racheté leurs actions. Pourquoi je vends Apple et toutes ces conneries? Parce que quand ça va merder sévère, si ça merde sévère, elles vont se prendre une putain de branlée. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, la baisse sur Apple, c'est pas encore maintenant, hein. Ce qu'on a fait maintenant, c'était la vente spéculative d'Apple qui donne du cash. Je vais les revendre Apple et je ne vais pas les revendre gentils, hein. Je vais les revendre vraiment méchants. Parce que je vais réinvestir les gains passés, mais cette fois, la prochaine phase de baisse sur Apple, c'est un crack. Pour moi, Apple, ça perd 60% de sa valeur au minimum, et voire plus que ça, hein. Voilà. Donc les moins 30 qu'on a fait sur Apple, c'était gentillet pour l'instant. C'était le tir de semence. Voilà. J'attends qu'ils fassent leur dead cat bounce, Apple, et je vais leur refoutre une cartouche dans les prochains jours. Voilà. Donc le schéma, c'est de vous dire ça. On va avoir des actions leaders des indices qui composent ces indices de manière de dingue, enfin qui ont une forte pondération dans ces indices, qui vont se faire mais arracher la gueule littéralement. En plus de ça, vous allez avoir derrière donc des particuliers qui vont subir cette baisse de plein fouet sans savoir gérer leurs émotions, et autrement dit, dès qu'ils commencent à perdre 30%, ces gens-là, ou 25-30%, et qui commencent à voir des news à la télé qui commencent à parler d'un marché en baisse, en panique et compagnie, ils font quoi? Ils appellent le courtier pour dire « je veux vendre ». Donc quand ça baisse encore plus fort parce qu'on doit payer les rachats de titres des actions, et en plus de ça, les gens qui détiennent le reste des actions en circulation vont paniquer et se mettre à les vendre n'importe comment. Comment voulez-vous qu'un truc comme ça se passe bien? Voilà, moi je pense qu'il y aura de la volate et que ça va faire très mal à Wall Street. Je le vois se construire depuis plusieurs trimestres. Pour moi, on est aujourd'hui au moment où, si ça baisse, c'est juste le moment où c'est terminé cette histoire. D'accord? C'est-à-dire qu'on aura fait mumuse là encore une dernière fois. Pour moi, les derniers jours là sont complètement irrationnels. Tout ce qui s'est passé ici, c'est un peu surréaliste. Pourquoi les junk bonds ont été aussi fortement achetés? Mais ils franchissent pas de résistance, le VIX non plus. Donc c'est quoi qu'il arrive, pour moi c'est juste game over. Voilà. C'est qu'on aura fait mumuse. Je prenais ça dans la gestion du risque. J'étais patient, méthodique, mais je pense qu'aujourd'hui il faut y aller pour le big short. Voilà. Je me tromperai peut-être, on en parlera dans quelques trimestres, mais si jamais ça tombe, vous pourrez dire, voilà, Phil, il était visionnaire, il était trop fort. Non, il avait juste géré les risques en se projetant vers un scénario qui travaille depuis plusieurs trimestres. C'est-à-dire que j'ai simplement fait mon boulot et rien de plus, rien de moins. Bref, voilà. Donc, on va voir si j'ai raison, si les schémas de volatilité se court-termisent, si la crispation réaugmente petit à petit et qu'on se dirige donc vers des baisses qui nous ramèneront peut-être vers les phases de peur du début de l'année et cette fois, normalement, pour à terme les enfoncer et aller encore plus bas que ça. Alors après, le niveau de panique, j'en sais rien, mais je sais juste que normalement, le canal que je vous ai construit, on devrait le céder par le bas. Hein, donc ce canal, ne sachant pas, moi je projette qu'on va le doubler, mais je n'en sais encore rien. Et attention, pour l'instant le canal n'est pas valide. Il faut vraiment pour l'instant qu'on revienne au moins chercher la médiane pour me dire, on pourra vraiment valider le sommet ici quand on sera ici. Pour l'instant, black box. Ok, voilà. C'était la conclusion d'hier, c'était de dire, pour moi, maintenant c'est black box ici sur ce trade. Tant qu'on ne fait pas ça, alors je vais dire au minimum là, hein, voilà. Ici je commencerai à me dire et à regarder les signaux, mais pour moi ici c'est une grosse black box. Tout ce qui se passe là-dedans n'est plus de mon ressort. De maintenant jusqu'au 1er avril, enfin jusqu'au 1er mai, je ne sais pas ce qui se passera là-dedans. Ça va être nerveux, je sais juste que là j'ai un signal vendeur, sous la résistance, dans les zones que j'ai escomptées, je prends mon big short. Voilà. Et encore une fois, quand je dis big short, ça ne veut pas dire que j'y vais avec un levier 15. Voilà. Juste, j'ai pris beaucoup de risques. Malheureusement, j'ai réparti ce risque sur des prix très bas, ce qui fait que je suis exposé bien, je suis exposé beaucoup plus que je ne le serais sur un scénario habituel, ce qui est à la hauteur du big short. Mais par contre, évidemment, je n'ai pas un prix de revient qui est fantastique. Hier, ça a été remonté, je ne suis pas à 27,95, je suis à 27,88,9, donc 27,89. Voilà. Donc mon prix de revient moyen est là, et je vous dis, j'ai un dernier trade à prendre qui normalement me remontera donc vers les 2008, normalement. Ok? Donc voilà, c'est pas un super giga méga prix, hein, mais voilà, j'ai été beaucoup trop agressif. Je vous rappelle, les premières ventes étaient faites là, là, là et là. Voilà, donc forcément,
ça se ressent sur le prix de revient moyen final. Mais je pense avoir fait mon travail, on verra si l'avenir me rémunérera, c'est tout ce qui compte. Beaucoup de patience, hein. Encore une fois, ça c'est un scénario qui mettra plusieurs mois à procurer les gains, donc si vous n'êtes pas capable de subir cette patience, ne prenez pas ce trade.